J'ai volontairement mis une miniature et un titre un peu ambigu pour cette vidéo. C'était pour éviter de vous spoiler les deux scénars dont je vais parler ici. Alors sachez, avant d'aller plus loin, qu'il vaut mieux que vous connaissiez la scène culte de Psychose et ce qui vient tout juste après. Mais ça, je pense pas que ce soit le spoil du siècle. Ça fait quand même 63 ans que le film est sorti, donc ça laisse un peu de marge. Et de toute façon, je vais pas spoiler le plus important dans le film. Ensuite, je vais parler de la fin du premier arc de Jojo no Kimiyona Boken. Ouh, j'avais hâte de le dire devant cette caméra. En français, les aventures bizarres de Jojo. Sinon, vous pouvez n'en avoir cure d'être spoilé. Maintenant, attention, double spoil dans 3, 2, 1... Déjà qu'il est rare qu'un héros meure à la fin de l'histoire, alors qu'un héros meurt en plein milieu, c'est vraiment très très rare. Mais pourquoi c'est si rare? Déjà, il faut oser tuer son propre héros, ce qui ne faisait pas transpirer ces messieurs Hitchcock et Araki. Donc il ne faut pas trop y être attaché, ou couper sauvagement les liens, en tout cas. Maintenant que le spoil est entier, rentrons dans le concret. Commençons par nous mettre dans l'ambiance de Psychose pour parler de Marion Crane. Marion Crane. On présente souvent sa mort comme iconique grâce à une mise en scène impeccable. Mais ce qui suit cette mort n'est pas moins puissant en termes de mise en scène. Pendant la moitié du film, on a suivi une héroïne jouée par une star montante de l'Hollywood des années 50, Janet Leigh. Et quand je dis qu'on l'a suivie, c'est même qu'on entendait parfois ses pensées. Alors qui pouvait prévoir que le personnage principal, joué par une actrice si célèbre, se ferait assassiner en plein milieu du film? Qui? Et plus encore, quel impact ça a? D'un coup, on ne sait plus à quel personnage se raccrocher, parce que les autres étaient... secondaires, quoi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se rattache au premier venu, le propriétaire du motel qui découvre le cadavre et décide de nettoyer les traces pour protéger la tueuse. On est forcé de se raccrocher au complice, et ça, c'est un tour de force scénaristique quasiment jamais vu avant ou après Psychose. Et si je dis quasiment, c'est par prudence. Peut-être qu'il existe une poignée d'autres cas similaires. Comment a fait Hitchcock pour ne pas qu'on ait envie de rage quit? La première astuce, c'est de nous laisser le temps d'encaisser la nouvelle. Quand Norman, le gérant du motel, nettoie la scène de crime, ça dure longtemps et c'est très silencieux. On ne suit quasiment plus une histoire, mais juste un homme qui nettoie. Et on s'habitue tranquillement à voir cet homme seul à l'écran. Ok, j'avoue, mon appart était pas aussi propre qu'il aurait dû l'être. Mais qui a le temps de courir après la saleté et la poussière tous les jours? Et puis j'ai découvert les plumeaux et balais Swiffer. Pour mon sol, j'utilise le balai Swiffer, qui attrape 3 fois plus la poussière, la saleté et les poils d'un balai traditionnel. Et voilà, mon appartement est beaucoup plus propre maintenant. Une fois la scène de crime nettoyée, Norman emmène le corps vers une zone marécageuse. Il décide de se débarrasser de sa voiture avec le corps. La voiture se met donc à couler dans le marécage, puis elle se fige. Et là, suspense. On suit à nouveau une histoire avec ses rebondissements. On se demande si cette voiture va disparaître, et donc si Norman va réussir à cacher le corps. Inconsciemment, on se met à s'inquiéter pour lui. Après tout, ce n'est pas lui qui a commis le meurtre. Il est complice, mais pas meurtrier. D'ailleurs, il est anxieux comme nous. Et là, la voiture se remet à couler. Marion Crane a définitivement disparu dans ce marécage. Je dis Marion Crane depuis le début, c'est juste parce que ça me fait marrer. Ne nous reste que ce gérant de motel anxieux, naïf, visiblement gentil, mais complice de meurtre tout de même. Est-ce que le film va parler de lui alors? En grande partie oui, parce que Hitchcock nous a tranquillement fait passer d'un personnage principal à un autre. Si tout ça avait été fait à la fin de la première saison d'une série, aucun doute que l'audience aurait été amoindrie pour la saison 2. Les spectateurs sont attachés à leur personnage. Normal. On n'aime pas tous voir son héroïne se volatiliser comme ça, surtout quand on est John Lennon. Pardon. Donc, tuer le personnage en plein milieu du film, c'est une façon de forcer le spectateur à rester pour voir ce qui va suivre, même si ça risque de ne pas plaire. Le faire à la fin d'une saison, c'est automatiquement dire au revoir à une partie du public. Mais certains ont quand même osé le faire dans une série comme Hirohiko Araki. Après Marion Crane, donc, retour aux couleurs pour parler du fameux Jonathan Joestar. Pas Joestar, mais Joestar. Jonathan Joestar. Aucun lien entre les deux, ce n'est que pure coïncidence. Joestar, c'était pour que, avec le prénom Jonathan, ça fasse Jojo. Le nom du manga, en l'occurrence. D'ailleurs, ça vient du fait que l'auteur de Jojo voulait que ça fasse comme Steven Spielberg.
Attendez, c'est pas clair, je reformule. Le héros s'est appelé Jonathan Joestar pour que ça fasse comme Sutiben Supilibag. Si vous pensiez que les Français étaient les pires en anglais, rassurez-vous, il reste les Japonais. Bref, assez perdu de temps en anecdotes. À la fin de la saison 1 de Jojo, Jonathan gagne sa place dans cette vidéo. Il meurt quoi. Et vient le principe de base du manga Jojo. Une saison égale un protagoniste, faisant toujours partie de la lignée des Joestar. L'intérêt ici, c'est donc de faire un passage de flambeau entre un personnage et un autre, afin de transformer un manga qui aurait pu être court en une série d'anthologies, dans les deux sens du terme. À comprendre, définition numéro 1, un ensemble d'histoires, définition numéro 2, la crème de la crème. Avec la mort de Jonathan, la peur peut aussi s'installer dans le cœur des lecteurs ou des spectateurs. Si l'auteur Hirohiko Araki est capable de faire mourir son héros, c'est que le gars n'a pas de limite. Aucune. Qui sait comment peut finir le Jojo de la saison 2, ou celui de la saison 3, de la 4, etc. Et si les héros peuvent mourir, alors la vie des personnages secondaires ne tient qu'à un fil. Le fil rouge de l'histoire. Non. De l'aveu de Hirohiko Araki dans son livre Manga in Theory and Practice, il a tué Jonathan d'une façon qui n'était pas négative. Pour lui, une bonne histoire doit être majoritairement positive. C'est un point de vue qui se retrouve d'ailleurs facilement dans son œuvre. Mais la mort de Jonathan, qui peut légitimement sembler négative, était ce qu'il y a de plus positif. Eh bien, ça vient du simple fait que la mort du héros est un sacrifice pour sauver sa femme et son enfant. Et offrir sa vie au nom de l'amour, c'était donc l'acte le plus héroïque de Jonathan depuis le début. C'était le plus héroïque de Jonathan. Et donc, une certaine forme de happy ending. Le mangaka ajoute d'ailleurs qu'il avait senti que pour que la lignée des Joestar se mette en marche, Jonathan devait mourir. Dans Jojo, la mort du premier héros, c'est donc ce qui permet la consécration d'un nouveau héros, Joseph, le petit-fils de Jonathan, sans retour en arrière possible. L'anglais au cœur pur laisse sa place à un américain qui nous fera bien marrer. Et je crois que je n'ai plus rien de particulier à dire là-dessus. Enfin si, mais après ça va partir sur des gros spoils, sur des déclarations d'amour au manga Jojo. Donc, vive les aventures bizarres de Jojo, vive le 47e long métrage de Hitchcock tiré du roman de Robert Bloch, qui a d'ailleurs eu 2 suites qu'il faudra un jour que je lise, que la fin de cette vidéo puisse amener au début d'une autre. Moi, je retourne à mes chantiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette intonation commence à trop se répéter, alors bonne journée, bonne soirée et salut. Bonne journée ou bonne soirée. Salut. Enfin, vous pouvez passer une bonne journée et une bonne soirée mais